Parfois, pas souvent, une polémique est utile. Et plus rarement encore, elle vient d'une source qu'on n'attendait pas. Jean-Michel Apathy formula une vérité brute un matin sur RTL. Les historiens un peu sérieux la considèrent comme une évidence. La France a commis des horreurs dans son empire colonial et notamment en Algérie. Des sommets de barbarie qui n'auraient rien à envier aux pires exactions nazies. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? On n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. La conquête Mais vous en vous rendez compte Algérie. ce que vous dites ? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. C'est pas vraiment ce qu'il a dit qui mérite qu'on s'y attarde, mais davantage la réaction outrée de ses voisins de micro, aussi spectaculaire qu'un aveu d'ignorance. Cette inculture totale est symptomatique. Elle éclaire les approximations et les jugements hâtifs dont nous abreuvent les médias officiels. Ça s'explique. L'histoire qu'il évoque n'est pas celle des vainqueurs. Alors on la refoule, on la maintient dans l'ombre. Parce que oui, on a massacré des villages entiers, on a expulsé et bombardé la population parce qu'elle rejetait la domination et la supériorité intrinsèque des civilisations européennes. Régulièrement, on subit les complaintes des fachos nostalgiques du temps béni des colonies où il faisait si bon vivre, avec ce côté édulcoré et bucolique qui a tout d'une indécence. Cet inconscient continue d'infuser profondément notre société. Il est même l'origine d'un racisme devenu monnaie courante, assumé ou non. Il est enraciné dans l'esprit français, comme seule grille de lecture pour décoder le monde. Il fait partie de notre identité nationale et de notre récit. On va commenter ensemble 3 films qui contredisent cette narration à sens unique, cette légitimité qui ne supporte pas d'être contestée. C'est chatouilleux, la mauvaise conscience. À une époque où les sciences humaines sont de plus en plus menacées, où des vérités indiscutables deviennent motifs de scandale, où même quelqu'un d'aussi installé que M. Apathy devient un dangereux subversif, peut-être que le rôle du documentaire est simplement d'être un pas de côté, une respiration pour rectifier une mémoire niée de toutes parts. Le premier doc sera un manifeste et un coup de poing. Il s'intitule Concerning Violence et il est disponible sur Cinémutin. Il adopte une approche combattante et subjective se fondant sur les écrits de Frantz Fanon. Les spectateurs de ce film sont pris à partie, avec Laurie Neal en voix off. Je me prends un discours anticolonialiste en pleine gueule, avec toute la violence de ceux qui se sont tus pendant trop longtemps, écrasés par un modèle occidental qui les asservissait. Les citations s'étalent en lettres géantes sur des images âpres, et les mots scandés deviennent des incendies, des vérités farouches et salutaires. Ici, la violence est celle d'un mouvement qui découvre sa force et l'impose. Elle donne à voir ce que ça fait et ce qu'on éprouve quand on a été colonisé, la profondeur de l'injustice et de la révolte enracinée dans l'intimité des dominés. You do not turn any society, however primitive it may be, upside down with such a program if you have not decided from the very beginning to overcome all the obstacles that you will come across in so doing. The native who decides to put the program into practice and to become its moving force is ready for violence at all times. From birth, it is clear to him that this narrow world, strewn with prohibitions, can only be called in question by absolute violence. La décolonisation passera par la violence, puisqu'il s'agit de briser les certitudes d'un monde qui ne s'est jamais remis en question. Un ordre des choses presque biblique que l'on connaît depuis Christophe Colomb. Les Blancs sont des découvreurs de terre. Quand ils foulent un sol, il leur appartient par décret divin. Les sauvages qui le peuplent sont par nature à leur service. Il s'agit pour les natifs de se soumettre à cette vision des choses. Decolonization is the meeting of two forces, opposed to each other by their very nature. Their first encounter was marked by violence, and their existence together, that is to say, the exploitation of the native by the settler, was carried on by the impact of a great array of bayonets and cannons. In decolonization, there is therefore the need of a complete calling into question of the colonial situation. If we wish to describe it precisely, we might find it in the well-known words, "The last shall be first, and the first last."
Il n'est pas ici question d'égalité ou de justice, mais d'hégémonie. Une seule hiérarchie s'impose, celle des Européens, tout en haut de la chaîne alimentaire. Cette simplification des rapports humains, brutale et presque caricaturale, plus que jamais d'actualité. Les forts écrasent les faibles, ils ont toujours raison. Les faibles n'ont d'autre choix que le silence ou la capitulation sur tous les continents. In America, I still found that despite the emancipation, the black man was still at the bottom of everything. He's as it were an object. And then we looked at South Africa and Rhodesia. We found that these were countries with institutionalized racism, where again the black person is at the bottom of everything, undergoes torture, is something less than human, is an object. If you don't tell them what they want, you then go to detention. Le régime est répressif, l'emprisonnement facile, car le moindre reproche briserait la bonne conscience du colonisateur. Ça révélerait son abus et même l'inhumanité sur laquelle repose la douceur et l'aisance de son mode de vie. Ça me fait penser au début romantique de Autant n'emporte le vent. Cette société de riches oisifs, ces vaillants aristocrates dont la prospérité repose uniquement sur l'esclavage. L'idée que ce film n'ait soulevé pendant longtemps aucune indignation me laisse perplexe. Thank you, Timothy. But you didn't open that one, you stupid thing. But don't worry about it. We'll open it ourselves. Did you always believe that one day you would leave Rhodesia? No, I was one of the guys going to stay here and switch off the lights in Anatolia. I was going to switch off the lights and then close the gates and say, right, Rhodesia, farewell. And then burn as we go back. But things are happening so fast at the moment. I haven't got that much time anymore. Why don't you stay and take the gamble, take the risk? There is no risk. I mean, there is no gamble. There is a risk, but there's no gamble. The gamble is all on the gooks have got it. The who? The gooks. It is. Les métèques, les terroristes. Ici, on voit à quel point il est important d'inverser la violence. L'injure est toujours une projection. On s'aperçoit alors qu'il suffit de laisser parler des agresseurs, qu'il faudra à peine une minute pour que leur haine ordinaire s'exprime. Ce monde est sans nuance, manichéen. The colonial world is a world cut in two. The dividing line, the frontiers are shown by barracks and police stations. In the colonies, it is the policeman and the soldier who are the official, instituted go-betweens, the spokesman of the settler and his rule of oppression. The intermediary does not lighten the oppression, but puts it into practice with the clear conscience, upholder of the peace. Yet he is the bringer of violence into the home and into the mind of the native. Ces pays colonisés sont parsemés d'uniformes, d'autorités et de marques de terreur pour maintenir l'ordre, pour que chacun demeure à sa place et ne vienne pas perturber ce calme apparent et cette paix imposée et subie. La soumission par les barrières, les contrôles, les entraves. Tout ça finit par s'insinuer dans tous les cœurs et conditionner chaque geste, chaque mot, chaque pensée. The settler's town is a strongly built town, all made of stone and steel. It is a brightly lit town. The streets are covered with asphalt. Garbage cans swallow all the leavings. Unseen, unknown, and hardly thought about. The settler's feet are never visible. His feet are protected by strong shoes, although the streets of his town are clean and even, with no holes or stones. La ville des colons, c'est donc celle où on cache la poussière sous le tapis. Les terres rudes sont pétrifiées sous l'asphalte. Les déchets sont dans les poubelles. C'est le refoulé en architecture. La dissimulation et le déni jusque dans les constructions. La transplantation intacte d'un paradis occidental censé convenir au monde entier. Nous sommes devant un empire, mais de conversion. Tout doit être semblable à ce qu'on connaît déjà. Fidèle à nos références originelles. Pas de place pour l'étranger, l'inconnu, l'inquiétant. The town belonging to the colonized people. The shanty town. The Negro village. The Medina, the reservation, is a place of ill fame, peopled by men of evil repute. They are born there. It matters little where or how. They die there. It matters not where nor how. It is a world without spaciousness. Men live there on top of each other, and their huts are built one on top of the other. The native town is a hungry town, starved of bread, of meat, of shoes, of coal, of light. The native town is a crouching village, a town on its knees, a town wallowing in the mire. It is a town of niggers and dirty Arabs. Le voilà le refoulé dans l'espace. Les amas de bidonvilles malfamés,
l'autre monde avec lequel on ne communique pas, que l'on rejette, que l'on nie et que parfois on déteste. Parce qu'il est le portrait de Dorian Gray qui dit la monstruosité que cachent les fières façades et les glorieux gratte-ciel. Le racisme est palpable jusque dans l'organisation des villes. When you examine at close quarters the colonial context, it is evident that what defines one's place in the world is the fact of belonging to or not belonging to a given race, a given species. In the colonies, the economic substructure is also a superstructure. The cause is the consequence. You are rich because you are white. You are white because you are rich. La couleur de peau est d'abord un statut, indiscutable comme un privilège de naissance ou une malédiction. Le racisme moderne découle largement de cette classification rudimentaire. Le blanc est tout-puissant. Les premiers conquistadors étaient surnommés par les indigènes les gens du ciel. D'une certaine manière, cette ségrégation a été intériorisée, actée dans les imaginaires. La remettre en cause est un acte de sédition et quasiment un péché capital. The native is declared insensible to ethics. He represents not only the absence of values, but also the negation of values, all values. In fact, are irrevocably poisoned and diseased as soon as they are allowed in contact with the colonized race. The customs of the colonized people, their traditions, their myths, above all, their myths, are the very sign of that poverty of spirit. Il faut ridiculiser les natifs, leur culture primitive, leur art naïf, leur religion. L'éthique et les mythes, les Occidentaux sont incapables d'en considérer d'autres. Parce que considérer l'autre, ça serait aussi considérer le tort qu'on lui fait. Les Blancs ont beau être les gagnants de l'histoire, ils ne sont pas forcément les gentils du film. Alors il leur faut à tout prix condamner les sensibilités et les récits alternatifs. Même leur conception de l'imagination est totalitaire. Ce film invite à s'en émanciper. Il y a plusieurs visions du monde et d'autres habitants sur Terre. Och nu bygger ni en kyrka här i Morsi. Ja, det har vi. Jag ser. Är det det som kommer först, så att säga, kyrkan, evangeliseringen? Ja, det brukar vi försöka att göra. Kommer ni att också bygga skolor och sjukhus och sånt här? Eller? Det vet vi inte just nu. Nej, det får bli i andra hand i så fall. Ja. Men först en kyrka. Ja. För att det känner vi väldigt stort behov av. De nouveau, je pense aux enfants des premiers peuples d'Amérique, arrachés à leur terre et à leurs traditions pour être convertis, oublier leur langue, être assimilés. Évidemment que construire des hôpitaux et prendre soin des autochtones, c'est secondaire. Il faut régner sur les consciences, les faire à l'image de leurs maîtres. Vite effacer les preuves que rien n'est légitime dans cette présence chez eux. Il faut assujettir ces gens comme de nouvelles provinces, conquérir les cœurs en héros, les remodeler comme des démiurges. The settler makes history. His life is an epic, an odyssey. He is the absolute beginning. This land was created by us. He is the unceasing cause. If we leave, all is lost, and the country will go back to the Middle Ages. And all the while, the native, bent double, more dead than alive, exists interminably in an unchanging dream. The native is boxed into a corner. Apartheid is simply one form of the division into compartments of the colonial world. Ce rêve n'est pas celui des natifs. Cela ne peut que créer un désastre. Des graines de haine et d'injustice un peu partout sous l'oppression. Sous l'obsession de leur prospérité, les colons n'ont pas vu qu'il se créait une damnation, une arme qui allait fatalement se retourner contre eux. From all these continents, under whose eyes Europe today raises up her tower of wealth, there has flowed out for centuries towards that same Europe, diamonds and oil, silk and cotton, wood and exotic products. Europe is literally the creation of the third world. The wealth which smothers her is that which was stolen from the underdeveloped peoples. The well-being and the progress of Europe have been built up with the sweat and the dead bodies of Negroes, Arabs, Indians, and the Asian races. C'est la vérité froide qui ressort de ce manifeste d'une incroyable force. Ce message ne devrait pas surprendre pourtant. Les fondations des plus grands monuments reposent sur des charniers d'ouvriers et d'esclaves. On l'oublie pour ne pas ternir le lustre de nos légendes. Mais toute richesse s'amasse dans la spoliation. L'Occident a conquis et investi les colonies pour en ramener de l'or,
de la main-d'œuvre corvéable à merci et des matières premières. À la fin de la colonisation, il y a la guerre. Souvent on refuse de la qualifier ainsi, souvent on en amoindrit l'importance. Elle est dans une sorte d'amnésie collective. En Algérie, on a parlé d'événements. Le réflexe est d'en réduire la portée et le symbole. C'est également le cas pour la guerre d'Indochine dont le grand public sait encore si peu de choses. Cette honte est pourtant ancrée dans notre inconscient collectif, mais c'est un non-dit, celui d'une défaite cuisante. Cette mémoire, enfouie et douloureuse, apparaît dans le second doc qu'on va évoquer, Indochine, une guerre oubliée, produit par France Télévisions et encore sur YouTube. L'empire colonial français s'est étendu jusqu'à ces terres au XIXe siècle, pour en exploiter les minerais et les arbres, la richesse provenant de l'EVA. L'Indochine regroupe 3 pays, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Les raisons de la présence française sont avant tout économiques, comme toujours. Au début du film, on voit l'image insouciante des colons oisifs et fortunés, la douceur et l'harmonie de leur vie là-bas, dans des villes à leur image, avec un peuple à leur service. Le tourisme m'apparaît d'ailleurs comme une continuation de cet idéal colonial. L'exploitation la plus brutale a toujours droit de citer. Le colonisateur profite des immenses ressources naturelles dont le pays regorge. Minerais, bois, charbon, thé, riz et surtout l'EVA, dont la culture offre de juteux profits. Elles font la fortune de grands groupes industriels, comme Riveau-Hallé et Michelin. Comme le dit une chanson populaire, la feuille d'EVA est d'un vert magnifique. Chaque arbre s'engraisse des cadavres des travailleurs. Toujours ce fantasme d'un ordre des choses immuable et d'un mal nécessaire. La France s'est longtemps agrippée à son empire colonial comme à une corde d'abondance. Mais les bouleversements du XXe siècle et le nouvel équilibre du monde après la Seconde Guerre mondiale vont remettre cette illusion en question. En mars 1945, l'Allemagne et le Japon savent qu'ils vont perdre la guerre. Après avoir occupé durant 5 années l'Indochine, les Japonais veulent expulser les Français du continent asiatique. Ils s'attaquent aux colons. La majorité des soldats français sont internés dans des camps. Ceux qui osent résister sont torturés, fusillés ou décapités. À Lang Son, au nord du Vietnam, on découvrira des charniers de centaines de civils et de militaires tués par les Japonais. Les images sont parlantes. Les colons sont les premiers à être expulsés. On se venge quand le pays qu'ils se sont octroyé devient instable. Le voile se déchire avec une violence saisissante. Les Japonais accordent l'indépendance aux 3 pays. Les Français sont devenus totalement indésirables. Mais ces nouveaux maîtres exploitent les natifs autant que les colons avant eux. Le peuple s'éveille et réclame l'égalité. Des figures militantes s'imposent. Cette vague de fond va tout emporter sur son passage, plonger l'ancienne colonie dans un trouble qui durera des décennies, contre les Français puis contre les Américains. Ça va devenir l'un des grands enjeux de la guerre froide, le symbole d'un conflit de l'Est contre l'Ouest. Ho Chi Minh appelle ses partisans à s'emparer des bâtiments officiels. Le 2 septembre 1945, il entre sur la place Ba Dinh de Hanoï et prononce un discours qui entrera dans l'histoire. Il est urgent pour la France et De Gaulle de rétablir son ordre ancien. C'est plus seulement une nécessité économique, mais existentielle. L'Empire est symbole de pouvoir et de puissance. Il participe au rayonnement d'une nation et il est un enjeu stratégique. La France fixe comme l'un des buts principaux de son activité, dans sa puissance renaissante et dans sa grandeur retrouvée, le développement de l'Union indo-chinoise. C'est pourquoi, dans l'Union indo-chinoise, elle est et elle restera sa propre mandataire. La restauration de l'Empire est une priorité. Pour parer au plus pressé, De Gaulle envoie d'urgence en Indochine le général Leclerc, héros de la Seconde Guerre mondiale. Il faut reprendre le pays au Viet Minh. Ce sont les mêmes réflexes. Notre temps est révolu. On s'y agrippe,
De toute la force des baïonnettes et des bombes, il ne nous reste que la terreur pour régner. On veut revenir à avant, quand notre domination était indiscutée, sans proposer aucun avenir. Alors on envoie des soldats dans une jungle hostile où l'ennemi est insaisissable pour une cause qu'on s'est déjà perdue. L'ennemi est invisible. L'armée française doit le débusquer. La promenade militaire des premiers temps se métamorphose en enfer. Chaque chemin, chaque jungle, chaque rizière devient un piège pour une embuscade. Un caporal confie. Ces pièges cachés qui transpercent le pied deviennent notre hantise. Chaque fois, c'est une blessure qui s'infecte. Un sale coup pour le moral. Et puis 2 ou 3 d'entre nous mobilisés pour transporter le blessé. Au crédit des Nord-Américains, pour une fois, on peut dire qu'ils ont assumé cette mémoire avec des films comme Apocalypse Now ou Platoon. Les horreurs commises et vécues par ces jeunes gens envoyés là-bas ont été montrées au public. En France, on n'en a pas soufflé mot. Je me souviens du silence des vieux quand j'étais môme. Les anciens d'Algérie, les anciens d'Indochine, quand on leur posait la question, leur impossibilité de dire, leur refus de se souvenir. Le sergent Jean-Claude Messman écrit à sa future épouse. Le premier village qui nous tombe sous la main, on l'a mis à sac et à sang. Il ne fallait pas qu'il commence. Donc on brûle le village. Les hommes sont faits prisonniers. Pour les femmes, elles ont toutes droit à la redingote en sapin. Ce que je viens de retracer pour toi, ce n'est qu'une simple anecdote de guerre ici. L'aveu a une allure presque banale. Les soldats ont brûlé un village et massacré tous ses habitants, par représailles. Ils avaient qu'à pas commencer. Ce militaire parle de ça comme il évoquerait une punition infligée à des enfants par un père furieux. La justification est sommaire. Elle est surtout révélatrice des mentalités de l'époque. L'inégalité profonde entre les colons et les colonisés, considérée comme une loi de la nature. Ils peuvent ainsi se dédouaner de toutes les exactions. Les dirigeants français ne sont pas aveugles. Ils comprennent qu'ils devront tôt ou tard faire des concessions. Mais la France s'arc-boute à son empire. En 1947, elle a écrasé dans le sang une révolte à Madagascar et s'efforce de tenir ses colonies africaines. Il faut retarder l'échéance, le plus tard possible. Car entre les investissements des entreprises françaises, les matières premières et la volonté de tenir son rang, trop d'intérêts sont en jeu pour abandonner la perle de l'Empire. Retarder l'échéance, tout est là. Le cours de l'histoire est inexorable et appelle à la fin de l'occupation de ces terres. Les peuples soumis s'éveillent et on les écrase dans le sang, simplement pour gagner quelques mois ou quelques années. Quand on se noie, on se débat, mais l'issue ne fait pas beaucoup de doute. Malgré la presse qui relate l'événement, la plupart des Français restent toujours indifférents. La raison ? Seuls des professionnels et des engagés volontaires combattent en Indochine. Et ces troupes sont pour beaucoup recrutés dans l'Empire. Algériens, Marocains ou soldats de l'Afrique subsaharienne. Des colonisés combattent d'autres colonisés. Du coup, la grande majorité de la population oublie le drame qui se joue sur ce théâtre d'opérations si lointain. Tout paraît lointain à ceux de la métropole. C'est un conflit dans lequel on a envoyé des gens qu'on a l'habitude d'ignorer, pour persévérer dans le déni et dans l'indifférence. Ça permet de garder les mains propres et la conscience tranquille de tout un peuple, bercé dans ses préjugés séculaires. Le 1er octobre 1949, les communistes s'emparent du pouvoir en Chine. Mao Tse-tung proclame la République populaire. Désormais, le grand frère rouge peut aider le Viet Minh à vaincre. Pour Ho Chi Minh, c'est un immense soulagement. La Chine communiste livre des armes et envoie ses experts. Elle offre aussi au général Giap un sanctuaire où entraîner ses troupes, loin des canons français. Avec l'arrivée de Mao pour soutenir Ho Chi Minh, la guerre d'Indochine change de nature. Elle devient celle des blocs, communistes contre capitalistes. Elle devient symbolique, idéologique, avec tout ce que ça comporte d'aveuglement et de barbarie. Les opposants à la résistance d'Ho Chi Minh seront jugés et tués, et du côté des Français occupants, les combats se feront plus impitoyables encore. Dans les deux cas, c'est la population civile qui souffre. Son élan vers la liberté et l'émancipation est sacrifié, une fois de plus, sur l'autel des grands enjeux géopolitiques. Les avions piquent et c'est l'enfer qui s'ouvre devant mes yeux. Une flamme immense qui se propage sur des centaines de mètres et qui sème la terreur dans les rangs des combattants. Le napalm, le feu qui tombe du ciel. Les hommes fuient,
et je ne peux les retenir. Le napalm ravagera le Vietnam 3 décennies durant. Lucien Baudard témoigne. Les flammes ont couru plus vite que les Viettes. Elles en ont rattrapé et englouti des centaines. Des milliers peut-être. On bombarde aveuglément 3 décennies durant, pour faire taire les dissonances, pour que le monde ne parle que d'une seule voix. Il y a dans le mot « empire » une dimension terrifiante de volonté totalitaire, un monde unique, rêvé, de Alexandre le Grand à Napoléon Bonaparte. Ces modèles ont entraîné les désastres qu'on sait. Les héros qu'on a glorifiés ont causé tellement de morts que le bilan en devient abstrait, comme on le voit de nouveau ici. C'est peut-être ça le plus terrifiant, quand le massacre est si grand qu'il n'est plus conceptualisable. Depuis que les canons ont parlé, la guerre n'a cessé de changer de nature. Désormais, l'armée nationale vietnamienne de Bao Dai, formée par la France, affronte l'armée populaire du Vietnam d'Ho Chi Minh. La guerre froide s'est muée en guerre civile. Plusieurs centaines de milliers de Vietnamiens se déchirent de part et d'autre. Jamais le pays n'a été autant divisé. Les guerres changent, évoluent. Parfois, elles deviennent le reflet de leur époque et des tempêtes qui les traversent. C'était le cas en Indochine. Cette mémoire encore opaque, encore troublée, ce passé qui ne passe pas, qu'on n'assume pas. Pendant la dernière cérémonie des Oscars, il y a eu un moment où le rideau s'est déchiré et où le chaos du monde a brisé le glamour. Dans un Occident qui semblait découvrir qu'il n'était pas immunisé contre les désastres, d'ordinaire cantonné à des contrées lointaines. 2 réalisateurs montent sur scène pour récupérer leur trophée. L'un est un journaliste israélien, l'autre un activiste palestinien. D'ailleurs, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, le réalisateur palestinien Hamdan Balal, après avoir été lynché par des colons et porté disparu pendant toute une nuit, vient d'être libéré. Il a été victime de la haine et de l'arbitraire que son documentaire dénonce. À l'hôpital, juste après avoir été libéré, il raconte. The soldiers with the settlers attacking me and beating me and destroyed me. Les faits se sont déroulés à Soussiya, dans le sud de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Soussiya se situe près de la région de Massafer Yatta. Ce territoire a été déclaré zone militaire par Israël dans les années 80. Et en 2022, la Cour suprême a pris une décision ouvrant la voie à l'expulsion des habitants de 8 villages installés dans la région. C'est ici que le documentaire No Otherland a été réalisé. No Otherland dit l'injustice qui sévit en Cisjordanie, l'expulsion des communautés, la destruction des villages, le mécanisme de l'occupation israélienne. Sur nos plateaux télé et sur les tribunes, on porte des jugements moraux, on échange des anathèmes, voire même des insultes. C'est que du théâtre. On n'a qu'une idée vague de ce qui se passe là-bas, ce que les gens vivent au quotidien, ce que ça fait à hauteur d'homme, on l'imagine même pas. Les images de ce film, souvent tremblantes et filmées à l'iPhone, sur le vif donc, posent une question toute simple. Et si ça m'arrivait à moi ? Ça change le point de vue. On s'aperçoit qu'à prôner une objectivité factice, on nous a amputé de la seule chose qui compte, l'identification. C'est ce que ce doc rétablit, l'humanité et pas les préjugés. Une fois n'est pas coutume, je vais donc l'évoquer alors qu'il est encore en salle, parce qu'il est capital. Il a été tourné avant le massacre du 7 octobre et la reprise terrifiante de la guerre dans la bande de Gaza, mais il emporte tous les augures. عمري 7 سنين. أول مظاهرة بتذكرها. أمي أخذتني معها وقعدنا على العشب. هذا جدي وهذا أبوي. هاي الفترة بديت أفهم إنه أهلي نشطين. فكرت أبوي لا يقهر. L'enfant grandit dans cette atmosphère. Des militaires font irruption dans son village pour arrêter ses proches. J'ai passé une enfance préservée dans une paix dont on n'était pas loin de penser qu'elle était éternelle. On entendait des témoignages lointains, on voyait des reportages, mais j'ai jamais vu mon père plaqué au sol par une grappe de militaires. J'ai jamais vécu dans ce sursis étrange où un matin, on peut être expulsé de sa maison et la voir détruire sous ses yeux. Pour être honnête, je l'imaginais même pas. Les gestes impuissants et simples sont bouleversants. C'est « ne t'inquiète pas, ils vont pas rester longtemps ». Et puis les maisons vidées à la hâte,
dans une chorégraphie rodée et presque résignée. La froideur et la dureté du soldat, les cris des femmes, l'angoisse des épouses qui en perdent le souffle, les consolations dérisoires des hommes qui ne savent pas comment les protéger. La frustration, l'angoisse, le chagrin et la rage, on les voit s'enraciner dans les cœurs en temps réel, au fur et à mesure que les bulldozers s'avancent pour anéantir les maisons. فهو حكى لكم اليوم ليش بنيتوا بقول له مش حرام عليك تهد بيوت قال حاكمة محكمة قال حرام عليك Ils sont devenus des étrangers sur leur propre terre, comme les Algériens à l'époque où la France menait une colonisation de peuplement, en excluant les populations locales du lieu où elles avaient toujours vécu. Les militaires obéissent à une logique presque bureaucratique. C'est ainsi, on questionne rien, même pas l'absurde quand on l'exécute. حكوا بدهم ياخذوا أرضنا يتدربوا فيها. C'est étrange cette dichotomie dans l'espace. Des villages sur les cartes depuis le 19e siècle, des terres réquisitionnées pour que l'armée y entraîne ses chars. Et à côté des vieilles bâtisses, surgissent des lotissements flambant neufs, tous identiques et sans passé. Ça crée un décor schizophrène, une opposition dans le paysage, dans la perception qui n'est pas sans rappeler ce qu'on évoquait dans Concerning Violence. ليش؟ الجيش عين هذا الشخص لينفذ سياسة ترحيلنا. Devant ce film, je peux pas m'empêcher de songer à Avatar, à cette opposition simple. C'est un cliché qui revient souvent au fil des Dog 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 parce qu'il dit quelque chose. Quand on voit débarquer ces chars et ces pick-up, on ressent la même chose que ce que devaient ressentir les Indiens d'Amérique quand les tuniques bleues venaient réclamer leur terre. Une angoisse orwellienne vous saisit. On a nous aussi l'envie de murmurer ce pourquoi auquel il n'y a pas de réponse. بختم أوامر الهدم باسم إيلان وزعهن على كل العائلات. سرقين حرامين ليش تخيل انت متار لي اشياء خلي بالك Comme je le disais, ces expulsions ont un aspect administratif, procédurier. Les soldats sont confortés dans leur action, considérée comme légale, un ordre venu d'en haut contre lequel on peut rien faire. C'est ça aussi la banalité du mal que décrivait Hannah Arendt, cette fatalité fonctionnaire. Ici, les populations sont séparées hermétiquement et ne communiquent jamais. Tout est fait pour que les Palestiniens et les Israéliens se considèrent automatiquement comme ennemis. La grande force de ce film, c'est l'amitié qui se développe et la compréhension entre deux hommes issus de communautés opposées. Quand ce sont les regards échangés entre eux qui prévalent, pas les ordres, c'est beaucoup plus difficile de faire du tort à quelqu'un qu'on connaît et qu'on respecte. L'extrait qui arrive est dur à regarder, je veux vous en prévenir, mais il dit l'absurde autant que la violence continue, quotidienne. Dans ce monde, on peut risquer de se faire tuer pour un générateur, parce que l'homme qui vous fait face n'est pas votre semblable. Il n'écoutera rien, ni la colère, ni la mort. Exactement comme ce soldat en Indochine qui justifiait sa violence en disant simplement « ils avaient qu'à pas commencer ». Même si le tir ne sera finalement pas ici directement fatal, il saisit, dans l'irrémédiable,
peut surgir alors que rien ne l'appelait. Ces mêmes scènes, on aurait pu les voir ailleurs, toujours contre des gens dont on peut disposer des inférieurs, qui n'ont pas à être là. Deux haines s'affrontent, inconciliables. Les deux camps se considèrent comme menacés, les deux sont sur la défensive, à armes très inégales. Hello everyone, since the morning until now, happening demolitions for homes in مسافة رياضة. هذا ليه؟ غزال في محكمة في وين الله يفضل عرض المحكمة هنا محكمة المستوطنين ولا حاجة يروح محكمة المستوطنين. It takes time. One water drop doesn't make change, but keep dropping the water, it will make change. It's happening also this morning that this convey is coming to مسافة رياضة. C'est presque kafkaïen. Quel avenir envisager lorsque le présent est sans cesse remis en question, que rien ne dure, que rien n'est sûr. Bientôt, c'est notre rapport au temps qui est bouleversé, autant qu'à l'espace. Ce que ces bulldozers détruisent aussi, c'est l'ambition de toute une population à sortir de l'urgence permanente, à vivre plutôt que de survivre. نزل على إسرائيل رهيب اشتغل إسرائيل شو بتحب؟ بيشتغل بونا شو عين زيه زي أي واحد طلع من ما دراش في المدرسة ولا يوم ولا شو تفكر لو أنت مكاني شو تفكر؟ واحد بيجي من برا يكون عنده حرية يتحرك وين بده بإسرائيل فلسطين يكون عنده شغل كنت أزعل أكيد لا مش عارف لو أنا مكانك بعرفش كيف بعيش يعني. Je sais pas comment je ferais à ta place. Il est important ce « à ta place », loin des postures et des grands principes, des cartes et des frontières qu'on y trace ou des pions sur un champ de bataille. Deux hommes qui se parlent, qui se connaissent au lieu d'opposer leurs certitudes. On les voit comprendre que leur rapport à la réalité n'est pas le même, que l'un d'entre eux est libre et a des perspectives et l'autre pas. C'est un motif qui court tout au long des trois films. C'est important d'aboutir à cette simplicité-là, cette communication. Les colons dominaient, s'épanouissaient dans une société profondément inégalitaire. Ils étaient les héritiers d'une vision où l'Europe et la religion qui la dominait étaient centrales, où les peuples qu'ils découvraient étaient automatiquement à leur service et sous leurs ordres, où les autochtones étaient réduits au silence. Tout était là pour servir leur intérêt supérieur. C'est du racisme, pur et simple. Quand l'injustice est à l'origine, ça métastase, ça crée des conflits qui n'en finissent pas. C'est vrai ce qui était dit à la fin de Concerning Violence. Peut-être qu'un modèle est à réinventer tant le nôtre a causé de la désolation. Réfléchir à partir d'autres continents et d'autres traditions. Prendre conscience que le monde est multiple et pas tout entier à notre image. C'est pas un immense centre commercial avec les mêmes valeurs, les mêmes enseignes et la même culture. Enfin regarder les autres et ne pas leur imposer d'être notre seul reflet. Notre civilisation est narcissique. On ne sait que chercher des miroirs au lieu d'admirer d'autres nuances. Il serait bon de décoloniser également nos esprits. Peut-être qu'il est encore temps. Alors si vous aussi vous voulez prendre ce temps et ce pas de côté et réfléchir sur l'histoire et ses enjeux, vous pouvez vous abonner et soutenir Blast. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Doc Doc Doc.